Ma fourchette est suspendue à mi-chemin de ma bouche, chargée de gratin de patates douces, quand les mots de mon père tranchent le bruit feutré du dîner de Noël. Tu n'es qu'une sangsue. Il est temps que tu quittes cette maison. La patate douce me paraît soudainement étrangère, sans attrait. Autour de moi, la salle à manger plonge dans un silence si complet que je peux entendre le tic-tac de l'horloge antique depuis le salon. La même horloge que j'ai payée pour faire réparer le mois dernier. Je lève les yeux, cherchant quelque chose, n'importe quoi, sur le visage de ma mère. Mais Martine fixe intensément son assiette, réarrangeant des haricots verts auxquels elle n'a pas touché. En face de moi, les yeux de ma sœur de 17 ans, Léa, se sont écarquillés, fixés sur son verre d'eau à moitié vide. Ce qui rend cette trahison si vive, c'est le moment choisi. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine, à arroser la dinde, à préparer la purée de pommes de terre et à cuisiner 3 tartes différentes pendant qu'il regardait le foot. Il y a à peine 20 minutes, j'ai annoncé la nouvelle de ma promotion au travail. Maintenant, alors que la vapeur s'élève des plats que j'ai préparés, mon père me déclare indésirable. L'ironie ne m'échappe pas. Mon nom est sur la facture d'électricité qui maintient ces lumières allumées, sur la facture d'eau qui a rempli les verres sur cette table, sur le ticket de caisse de chaque morceau de ce repas, et sur le relevé d'assurance qui a couvert le rendez-vous chez le médecin de ma mère la semaine dernière. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi le fardeau. Il y a 3 mois, quand maman a perdu son emploi au cabinet comptable, je suis intervenu sans hésitation. Les factures s'accumulaient plus vite que les excuses, et le travail à temps partiel de François à la quincaillerie couvrait à peine l'hypothèque. J'ai commencé à tout payer d'autres, les services publics, les courses, l'assurance auto, et même les frais médicaux de maman. Chaque mois, à mesure que de plus en plus de comptes étaient transférés à mon nom, papa devenait plus distant, plus rancunier. Sa signature, autrefois requise pour tout dans cette maison, devenait de plus en plus sans importance, son autorité diminuant. Il y a 2 semaines, je l'ai entendu parler à Monsieur Dubois, le voisin, sa voix portant à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Ce n'est pas juste, se plaignait-il en s'appuyant contre la clôture. Un homme qui perd le contrôle de sa propre maison. Elle agit comme si cet endroit lui appartenait maintenant. Je n'ai pas réalisé qu'il parlait de moi jusqu'à ce que je l'entende prononcer mon nom. François me fixe maintenant, la mâchoire serrée, attendant des larmes ou des protestations. Quand je continue simplement à manger, ses jointures blanchissent autour de sa fourchette. La patate douce n'a aucun goût dans ma bouche, mais je mâche méthodiquement, j'avale et je prends une autre bouchée. As-tu entendu ce que j'ai dit? Sa voix monte, chargée d'irritation. Tu dois être parti d'ici la fin de la semaine. Mes mains tremblent légèrement, mais pas de peur, de quelque chose de plus profond, quelque chose qui change en moi. Je pose ma fourchette, place ma serviette à côté de mon assiette et croise son regard. Je comprends parfaitement. Ces 3 mots restent suspendus dans l'air, ni larmoyants ni colériques, mais calmes, presque réfléchis. François cligne des yeux, clairement décontenancé par mon sang-froid. Le silence s'étire jusqu'à ce que maman parle enfin, mais pas pour me défendre. Chloé, dit-elle, la voix basse et pressée. Tu paieras toujours l'assurance maladie ce mois-ci, n'est-ce pas? J'ai ce rendez-vous mardi. Et voilà. L'image complète apparaît, parfaitement et douloureusement nette. Pas une famille, juste une ressource financière. Pas une fille, juste une signature au bas des chèques. Je me lève et ramasse mon assiette, ainsi que le verre vide de Léa. Bien sûr, maman, je réponds, ma voix stable malgré le sentiment de vide qui se propage dans ma poitrine. Je m'en occuperai avant de partir. Alors que je me dirige vers la cuisine, mon esprit catalogue tout ce qui, dans cette maison, porte mon nom. Le service internet que j'ai amélioré quand Léa en avait besoin pour l'école. Le réfrigérateur que j'ai remplacé quand l'ancien est tombé en panne en juillet. Les comptes de service public transférés à mon nom lorsque les avis de coupure sont arrivés. Je rince mon assiette à l'évier, raclant méthodiquement les restes de nourriture dans le broyeur. À travers la fenêtre de la cuisine, je peux voir ma voiture dans l'allée, la seule chose que je possède entièrement qui ne soit pas liée à cette maison. Au moins, j'aurai ça en partant. Derrière moi, j'entends la chaise de Léa gratter contre le sol alors qu'elle apporte son assiette à la cuisine. Quand elle la pose à côté de l'évier, elle ne croise pas mon regard, mais le bout de ses doigts effleure mon poignet un très bref instant. C'est la chose la plus proche d'un soutien que j'ai ressenti depuis des mois. L'horloge numérique sur ma table de chevet clignote 1h18 du matin alors que je plie un autre pull dans ma valise.
Le sommeil semble impossible avec le poids des mots de François qui résonnent encore dans mes oreilles. Je fais mes valises méthodiquement depuis des heures, mes mouvements automatiques pendant que mon esprit s'emballe. J'attrape la pile de documents financiers que je garde dans le tiroir de mon bureau, relevés d'assurance, factures de services publics, tickets de caisse prévoyant de trier ce que je dois emporter. Mais en dessous, je remarque un relevé bancaire au nom de François. Étrange. Je n'ai pas vu de relevé papier depuis des mois. Tout est passé au format électronique après que maman a perdu son emploi. Je le sors, puis un autre, et un autre. Une petite pile de relevés couvrant les 3 derniers mois, tous pour un compte que je n'ai jamais vu auparavant. Un compte dont le solde augmente chaque mois pendant que je vide mes économies pour maintenir les lumières allumées. Mes mains tremblent alors que je m'assois sur le bord de mon lit. Les relevés deviennent flous devant mes yeux jusqu'à ce que je cligne des yeux avec force, m'obligeant à me concentrer sur les chiffres. 3 700 € en juillet. 4 600 € en août. Près de 6 500 € maintenant. En parcourant le reste des documents, je trouve une brochure d'un concessionnaire de bateaux avec les notes manuscrites de François dans les marges. Acompte, 5 100 €, entouré d'encre bleue. Prévoir livraison après Noël, souligné 2 fois. Un bateau de pêche. Pendant que je payais les visites chez le médecin de maman et l'internet dont Léa a besoin pour l'école. Il y a plus. Un bloc-notes avec des dates griffonnées. Date d'échéance des services publics de novembre. Mon nom avec des points d'interrogation. Après paiement des factures, écrit et souligné. Il planifiait cela depuis des semaines, attendant que je couvre les dépenses de novembre avant de me mettre dehors. Un léger coup à la porte interrompt mes pensées. La porte s'ouvre juste assez pour que Léa se glisse à l'intérieur, les yeux écarquillés en voyant les cartons emballés et les valises ouvertes. « Tu pars vraiment ?» demande-t-elle, hésitant près de la porte comme si elle se préparait à une fuite rapide. Je suis assise, entourée des preuves physiques de la trahison de ma famille, tandis que Léa se tient debout, une main toujours sur la poignée de la porte. Le déséquilibre de pouvoir ne m'échappe pas, sa liberté de s'en aller, mon départ forcé. Papa ne m'a pas vraiment laissé le choix, je réponds en glissant les relevés bancaires dans mon sac à main. Léa se mord la lèvre inférieure. Maman a dit qu'ils ont besoin de ta chambre comme débarras maintenant que papa achète ce bateau. La confirmation désinvolte me frappe comme un coup de poing. Un bateau ? Le bateau de pêche pour lequel il a versé un acompte le mois dernier. La voix de Léa baisse jusqu'à devenir presque un murmure. Je les ai entendus tout planifier il y a des semaines. Comment ils attendraient que tu aies payé les factures de novembre? Tu savais? La trahison s'étend, développant des vrilles qui atteignent même Léa. Ses yeux se remplissent de larmes. J'avais peur de te le dire. Papa a dit que quiconque t'avertirait serait le prochain. Je veux être en colère contre elle, mais la peur sur son visage est trop réelle. Elle n'est encore qu'une enfant naviguant dans le même foyer manipulateur auquel j'échappe. Il y a autre chose, continue-t-elle en jetant un regard nerveux vers le couloir. Ces rendez-vous médicaux que maman a eus. Ceux que tu as payés avec ton assurance? Quoi à leur sujet? La semaine dernière, elle est rentrée à la maison avec les lèvres toutes gonflées. Elle a dit à papa que le médecin lui avait dit de ne pas boire à la paille pendant 2 jours. Léa imite le roulement des yeux caractéristique de notre mère. Ce n'était pas un contrôle, Chloé. C'était des injections de comblement. La pièce semble légèrement basculer. J'ai mangé des nouilles instantanées 3 fois par semaine pour joindre les 2 bouts pendant que ma mère se fait faire des procédures esthétiques avec mon assurance. Je sors mon application bancaire, montrant à Léa le solde de mon compte, 710,42 €. Il y a 3 mois, j'avais plus de 8 400 € d'économies. C'est ce qu'il reste de mes économies après avoir tout couvert ici, je lui dis. Si j'étais resté 1 mois de plus, il ne me resterait rien. La gravité de ma situation se cristallise alors que je le dis à voix haute. J'ai été au bord de la ruine financière, investissant tout dans une famille qui ne me voit que comme un distributeur automatique de billets. Papa a dit que si tu essaies de prendre des meubles, il te dénoncera pour vol, dit Léa. Même les choses que tu as achetées. Bien sûr qu'il l'a dit. Je regarde le bureau que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler à domicile pendant la pandémie. La bibliothèque que j'ai montée moi-même. La literie que j'ai achetée avec mon premier salaire. Il a aussi appelé la banque aujourd'hui pour faire retirer ton nom des comptes de service public. La pression du temps me frappe. Je dois trouver un logement,
protéger ce qui reste de mes finances et me démêler des comptes familiaux avant qu'ils ne puissent causer plus de dégâts. Je cherche sous mon lit et sors une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvent les reçus de tout ce que j'ai acheté pour la maison organisée, datés, avec mes relevés de carte de crédit joints. Le bureau, le nouveau réfrigérateur, l'ordinateur portable de Léa, le tapis du salon, même les factures de services publics, avec mon nom clairement indiqué comme titulaire du compte. Une petite victoire dans cette mer de trahison. La preuve que je ne suis pas folle, que j'ai soutenu ce foyer pendant qu'il complotait dans mon dos. Léa me regarde trier les reçus, son expression indéchiffrable. Chloé, demande-t-elle finalement. Oui. Que ferais-tu à ma place? Si tu devais choisir entre défendre ce qui est juste et maintenir la paix dans le seul foyer que tu as. Alors que je triais ces reçus au milieu de la nuit, j'étais confronté à un choix difficile. Devrais-je les confronter avec les preuves de leur manipulation, ou simplement partir et les laisser découvrir les conséquences par eux-mêmes? Me défendre pourrait m'apporter une forme de conclusion, mais une sortie discrète éviterait une confrontation douloureuse. Que feriez-vous quand les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement ont prouvé qu'elles ne valorisent que ce que vous leur apportez? Je regarde ma sœur, prise dans le même environnement toxique auquel j'échappe, et je réalise que je n'ai pas de réponse facile pour aucune de nous deux. 3 jours plus tard, pendant ma pause déjeuner à mon travail à temps partiel, la voix de ma tante Sylvie grésille au téléphone, chaque mot atterrissant comme une gifle. Honnêtement, Chloé? Je n'aurais jamais cru que tu abandonnerais tes parents au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Je serre le téléphone plus fort, regardant mes jointures blanchir. 3 jours depuis Noël, et François a déjà construit sa version des événements pour que la famille la consomme. Est-ce que papa a mentionné qu'il m'a mise à la porte, je demande, en gardant ma voix égale. Il a dit que tu les as laissés en plan après un petit désaccord, dit-elle, son ton lourd de jugement. Ils organisent une réunion de famille chez moi ce week-end pour discuter de ton comportement. Bien sûr qu'ils le font. Un forum public où ils contrôlent le récit. J'en suis sûr, dis-je, et je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Après mon service, je suis venu chez mon ami. Je m'affale sur le bord du canapé lit d'Alex, maintenant mon lit temporaire. Toute ma vie tient dans 4 cartons emballés à la hâte et 2 valises empilées contre le mur. Tout ce que je n'ai pas pu faire entrer à temps dans ma voiture en bas, 25 ans réduit à ce que j'ai pu attraper en 2 heures frénétiques pendant que mes parents étaient à l'église le dimanche. Mon téléphone vibre à nouveau, un autre texto d'un cousin qui a entendu dire que j'ai brisé le cœur de maman. Je ne l'ouvre pas. Les notifications constantes ont créé une nouvelle anxiété. Chaque alerte fait battre mon cœur, me demandant quel parent m'attaquera ensuite. Quand Alex rentre de son service à l'hôpital, elle me trouve assise en tailleur par terre, entourée de paperasses. Opération liberté financière? Ça se passe bien, demande-t-elle en posant son sac près de la porte. Presque fini. Je tapote mon stylo contre un carnet rempli de numéros de compte. J'ai annulé les paiements automatiques pour leur service public, je me suis retiré de leur forfait de téléphonie mobile et j'ai appelé pour faire retirer mon nom de leur service internet. Ce que je ne dis pas, c'est comment le représentant du service clientèle a ri quand j'ai expliqué que, oui, je me retirais volontairement de la responsabilité financière des factures de mes parents. Bien, dit Alex en s'asseyant à côté de moi. Tes parents peuvent se débrouiller avec leurs propres problèmes. Le poids de tout recommencer pèse sur ma poitrine. Mon compte d'épargne affiche un solde qui ferait grincer des dents la plupart des conseillers financiers. 3 mois à couvrir les dépenses de ma famille m'ont laissé avec à peine assez pour un dépôt de garantie pour mon propre appartement, sans parler du premier et du dernier mois de loyer. Tu es sûr que ça ne dérange pas ton colocataire que je squatte ici, je demande. Léo? Il est ravi d'avoir. La porte d'entrée s'ouvre brusquement, et Léo entre en trombe avec son énorme Golden Retriever bondissant devant lui. Chloé, annonce Léo. Tu dois rencontrer le pire thérapeute du monde, mais il travaille pour des friandises. Il lance une balle de tennis à travers l'appartement, et Oscar se lance à sa poursuite, tout en pattes agitées et en queue remuante. Le chien revient, laissant tomber la balle baveuse sur mes genoux avec des yeux pleins d'attente. Il pense que tu en as plus besoin que lui, dit Léo, son expression sérieuse malgré le ridicule du moment. Parfois, la meilleure thérapie a 4 pattes et une haleine terrible. Quand Oscar me pousse la main avec son nez humide, je me surprends à rire pour la première fois depuis des jours. Le son me surprend, presque étranger à mes oreilles. 5 jours après ma fuite, je suis assise à la table de la cuisine d'Alex, l'ordinateur portable ouvert sur des offres d'emploi qui pourraient offrir un meilleur salaire.
Mon poste actuel couvre mes besoins de base, mais pas le genre de fonds d'urgence dont j'aurais besoin pour vraiment me reconstruire. Mon téléphone s'allume avec le nom de ma mère. J'envisage de le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose me dit de répondre. Que as-tu fait? La voix de Martine est vive et paniquée. L'électricité est coupée, Internet ne fonctionne plus, et mon assurance a été refusée à mon rendez-vous. Je prends une lente inspiration, me sentant étrangement calme. J'ai arrêté de payer pour des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité. Mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes ta famille. Le désespoir dans sa voix m'aurait peut-être ému autrefois, mais maintenant j'entends la manipulation qui se cache en dessous. Une famille n'appelle pas un membre de sa famille une sangsue au dîner de Noël, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ton père ne le pensait pas, son ton passe à quelque chose de plus doux, d'apaisant. Tu sais comment il est. Je sais. C'est ça le problème. Je termine l'appel et pose mon téléphone avec précaution, comme s'il pouvait me brûler. Plus tard dans la soirée, Alex se penche par-dessus mon épaule alors que je crée de nouveaux mots de passe pour mes comptes de courriel et bancaires. Je remarque des tentatives de connexion suspectes sur tes comptes, dit-elle en montrant les alertes de sécurité. Nous devrions mettre en place des alertes à la fraude, juste par sécurité. Le contraste ne m'échappe pas. Alex demande avant d'emprunter mon câble de chargement, alors que ma famille se sentait en droit de posséder tout ce qui m'appartenait. Même maintenant, Alex se tient à une distance respectueuse, attendant ma réponse au lieu de saisir l'ordinateur portable pour le faire elle-même. Bonne idée, dis-je. Merci. Cette nuit-là, je me surprends à parcourir des annonces d'appartements dans mon budget. De petits studios, pour la plupart, mais ils représentent quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu, un espace qui est entièrement à moi, où personne ne peut me dire que je n'ai pas ma place. Je ne demande l'avis de personne sur les quartiers, ni ne m'inquiète de savoir si les cuisines sont assez grandes pour les réunions de famille. Les décisions sont les miennes, et les miennes seules. Le lendemain matin, je me rends à une banque coopérative locale et j'ouvre un nouveau compte à mon seul nom. Je transfère chaque centime de mon ancien compte, celui que mes parents connaissent. Mon téléphone sonne avec un texto de Léa. Maman cherche tes informations bancaires. Dit qu'elle doit vérifier quelque chose. Ne lui fais pas confiance. J'ai à peine fini de lire que mon téléphone explose de notifications, 6 appels manqués de la maison au cours de la dernière heure. Simultanément, un courriel apparaît. Alerte à la fraude, tentative de réinitialisation du mot de passe sur votre application bancaire. Je fixe l'écran, la colère montant comme une marée. Ils n'essaient pas seulement de me culpabiliser pour que je revienne. Ils essaient de prendre le peu qu'il me reste. Un jour plus tard, la voix de la représentante de la banque porte une note d'inquiétude qui semble étrangement valorisante. Mademoiselle Leroy, nous avons bloqué 3 tentatives distinctes de réinitialisation de mots de passe depuis l'adresse de vos parents au cours des dernières 24 heures. Je serre mon téléphone plus fort, arpentant les petits confins de la chambre d'amis d'Alex qui est devenue mon sanctuaire temporaire. Et vous êtes certaine qu'ils ne peuvent accéder à rien? Certaine. Nous avons signalé votre compte pour des mesures de sécurité renforcées. Toute modification nécessitera une vérification en personne avec une pièce d'identité avec photo. Ma poitrine se desserre légèrement alors que je la remercie et termine l'appel, ajoutant son nom à mon carnet de documentation grandissant. Des appels méthodiques ont donné des résultats similaires, carte de crédit sécurisée, service public formellement retiré de mon nom, et compte d'assurance maladie protégé par des étapes de vérification supplémentaires. Le représentant de la compagnie d'électricité avait semblé presque impressionné. Bien joué de nous avoir contactés. Votre mère a appelé hier pour tenter de rétablir le service à votre nom sans autorisation. Chaque confirmation agit comme une brique dans le mur que je construis entre ma vie d'avant et ce qui viendra ensuite. Pas un mur de colère, bien que celle-ci couvre sous la surface, mais de protection solide, nécessaire, et entièrement de ma propre conception. Alex apparaît dans l'embrasure de la porte avec une tasse fumante. Du thé avec du miel. Je pensais que tu en aurais besoin après tous ces appels. Je l'accepte avec reconnaissance, enroulant mes mains autour de la chaleur. Le dernier est fait. Personne ne peut accéder ou changer quoi que ce soit sans mon approbation directe maintenant. Alex hoche la tête avec approbation. Comment te sens-tu? Avant que je ne puisse répondre, des coups assourdissants font vibrer la porte de l'appartement. Le thé déborde sur mes doigts alors qu'Alex et moi échangeons des regards surpris. Chloé.
La voix de mon père résonne à travers le bois. Ouvre cette porte tout de suite. Alex me fait signe de ne pas bouger, mais je suis déjà en mouvement. Cette confrontation était inévitable depuis le moment où je suis parti. Les coups s'intensifient à mesure que j'approche, chaque impact étant comme un coup physique. À travers le judas, je vois le visage de mon père, rouge et tordu de rage. J'ai vu ce regard dirigé contre des agents de recouvrement, des télévendeurs, et maintenant contre moi. Je sais que tu es là. Une autre série de coups fait trembler le cadre de la porte. Tu crois que tu peux simplement abandonner ta famille et détruire nos vies. Une porte s'ouvre de l'autre côté du couloir, et Madame Girard, une retraitée qui avait préparé des biscuits pour Alex lors de son emménagement, regarde prudemment. Ses yeux s'écarquillent à la vue de François qui frappe et crie. « Jeune homme » appelle-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai déjà appelé la sécurité de l'immeuble. » François se tourne brusquement vers elle. « Occupez-vous de vos affaires, madame. C'est entre moi et ma fille. Votre comportement est mon affaire quand il trouble la paix, » rétorque-t-elle en resserrant sa robe de chambre autour d'elle. François se retourne vers la porte, sa voix baissant pour devenir plus menaçante. « Chloé. Si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, je vais. » La menace se transforme en action alors qu'il recule et donne un coup de pied assez fort dans la porte pour fendre le bois autour de la serrure. Madame Girard pousse un cri et se retire dans son appartement. Mes mains tremblent alors que je compose le 17, parlant doucement au répartiteur pendant que François continue son assaut sur la porte. À travers le bois endommagé, j'entends le ding de l'ascenseur, suivi de pas lourds. « Monsieur, éloignez-vous de la porte immédiatement. » La voix autoritaire de l'agent de sécurité de l'immeuble coupe les cris de François. « C'est chez ma fille. J'ai tous les droits. Vous n'avez aucun droit d'endommager la propriété ou de déranger les résidents. » La police a été appelée. La réponse de François se perd dans le son des sirènes qui approchent à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, je regarde à travers le judas deux policiers escorter mon père dans le couloir, les poignets menottés dans le dos, tandis qu'il continue de crier que c'est moi qui détruis notre famille. Quand le policier revient pour prendre ma déposition, je la fournis calmement, décrivant la manipulation financière, les tentatives d'accès non autorisées, et l'explosion d'aujourd'hui avec la même précision détachée que j'ai utilisée dans mon carnet de documentation. L'agent, Dupont d'après sa plaque nominative, hoche la tête pensivement en prenant des notes. Souhaitez-vous porter plainte pour la tentative d'effraction ? La question reste en suspens alors qu'Alex revient après avoir parlé à la direction de l'immeuble au sujet de la porte endommagée. Oui, dis-je, les mots petits mais fermes, et je voudrais demander une ordonnance de protection. Plus tard, alors que je regarde la voiture de police s'éloigner avec mon père sur la banquette arrière, je me demande. Le dépôt d'une plainte officielle était-il une réponse trop dure à des années de manipulation ? Ou était-ce l'étape nécessaire pour me protéger de futurs préjudices ? Alex me serre doucement l'épaule. Léo rapporte des caméras de sécurité pour l'entrée. Nous les installerons ce soir. Je hoche la tête, reconnaissante pour le soutien pratique qui ne demande rien en retour. Mon téléphone vibre avec un texto de Léa. Maman a pris ton ordinateur portable et ton appareil photo dans ta chambre. Elle a dit que c'est une garantie pour ce que tu leur dois. Le message me tombe sur l'estomac comme une pierre. Encore un vol à ajouter au pillage émotionnel qu'ils ont commis pendant des années. Je tape une réponse rapide. Sais-tu où elle les a emmenés ? La réponse de Léa arrive presque instantanément. Je l'ai entendue au téléphone avec le prêteur sur gage de la rue de la Gare. Elle a dit qu'elle a eu 280 € pour les deux. Je montre le message à Alex, la colère montant fraîche et brûlante dans ma gorge. Il valait plus de 1850 €. As-tu les reçus ? Les numéros de série ? Je hoche la tête, pensant à la documentation méticuleuse que j'ai conservée à des fins fiscales. Tout. 1 heure plus tard, l'agente Martin prend mon rapport de vol avec un sérieux approprié, examinant mes reçus d'achat et notant les numéros de série. Mettre en gage la propriété de quelqu'un d'autre est une infraction pénale, explique-t-elle, son ton professionnel mais gentil. Nous contacterons le magasin et récupérons vos articles. Le système qui m'avait si souvent semblé jouer contre moi travaille maintenant en ma faveur. Un renversement étrange qui me laisse étourdi de possibilités. Ce soir-là, mon téléphone commence à s'illuminer d'appels de parents à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Le message de tante Sophie est le premier que j'écoute. Chloé ? Ma chérie ? J'ai entendu parler de l'arrestation de François.
Je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée que les choses allaient si mal. Les voisins qui ont été témoins de l'explosion de François ont apparemment partagé leurs observations, modifiant le récit public que mes parents ont essayé de contrôler. L'histoire se répand, des fissures se forment dans la façade que mes parents ont construite. Alors que j'aide Léo à monter la caméra de sécurité au-dessus de la porte d'Alex, un autre texto de ma mère arrive. Le droit désinvolte de ces mots me fait serrer la mâchoire. J'ai dû mettre en gage ton appareil photo et ton ordinateur portable pour couvrir la facture d'électricité que tu nous as laissée. Le prêteur sur gage de la rue de la Gare. Tu me dois 280 € plus les intérêts. D'accord. Je passe le téléphone à Alex, qui le lit et secoue la tête avec incrédulité. L'illusion est presque impressionnante, marmonne-t-elle en le lui rendant. Je sauvegarde le message comme preuve, ma colère n'étant pas dirigée contre son audace mais contre le temps que j'ai passé à croire que je méritais un tel traitement. La révélation se transforme en détermination alors que je finis de sécuriser la caméra qui capturera toute tentative future d'envahir les nouvelles limites que j'ai construites. Cette fois, c'est moi qui surveille. Mon téléphone vibre contre la table basse, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. J'attendais cet appel. 3 jours que j'ai déposé la plainte à la police pour mon ordinateur portable et mon appareil photo volé, et enfin, ils sont prêts à négocier. Chloé? La voix de maman tremble légèrement. J'ai réfléchi à tout, et je veux proposer un compromis. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer entre nous. En arrière-plan, j'entends la télévision diffuser le même jeu télévisé qui remplissait notre salon chaque jour de semaine à 7 heures. Si tu retires cette plainte pour vol ridicule, tu peux revenir à la maison. Elle fait une pause, s'éclaircit la gorge. Nous te laisserons continuer à vivre ici, bien sûr. Ta chambre est toujours exactement comme tu l'as laissée. La qualité répétée de ces paroles est indubitable. J'imagine papa planant à proximité, hochant la tête en signe d'approbation de sa performance. Et Chloé, continue-t-elle quand je ne réponds pas, je pense que nous devrions discuter de ton état d'esprit dernièrement. François et moi sommes inquiets que tu puisses faire une sorte de dépression nerveuse. C'est quelque chose que nos amis et notre famille comprendraient mieux que. Eh bien, que ce que tu prétends qu'il s'est passé. La menace atterrit avec une clarté parfaite. Retire les accusations ou sois étiqueté comme instable. Je prends une lente inspiration. J'ai des copies de chaque facture que j'ai payée au cours des 6 derniers mois, dis-je, ma voix stable. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts sur votre compte. J'ai des textos me demandant de payer pour tes procédures esthétiques que tu prétendais être des nécessités médicales. Je fais une pause. Voudrais-tu que je présente tout cela comme preuve? Le silence à l'autre bout du fil me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le lendemain matin, l'agente Martin suit ma voiture jusqu'à la maison de mes parents. Sa voiture de police garée dans l'allée envoie un message clair aux voisins qui ont été nourris des mensonges de mon père. Alors que nous nous dirigeons vers la porte d'entrée, je remarque des rideaux qui bougent aux fenêtres de l'autre côté de la rue. Maman ouvre la porte, son sourire vacillant quand elle voit l'agente. Madame Leroy, dit l'agente Martin, je suis ici pour accompagner Chloé pendant qu'elle récupère le reste de ses affaires. À l'intérieur, la maison semble plus petite que dans mon souvenir. Maman plane à proximité alors que je me dirige directement vers ma chambre, l'agente Martin me suivant de près. J'ai préparé des copies de toutes mes contributions financières, dis-je à l'agente en lui tendant un dossier que j'ai compilé. Services publics, courses, factures médicales, le nouveau réfrigérateur que j'ai acheté en juillet tout avec des reçus. L'agente Martin parcourt les pages, ses sourcils se haussant. Vous avez payé pour tout cela en vivant ici? Oui. Au cours des 6 derniers mois, depuis que ma mère a perdu son emploi. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Ces meubles appartiennent à la famille, Chloé. Tu ne peux pas tout prendre. Je sors une pile de reçus de mon sac et les brandis. J'ai des reçus pour tout ce que je prends. Voulez-vous les voir? L'agente Martin étudie le visage de ma mère, puis jette un coup d'œil au dossier financier. La surprise dans ses yeux est indubitable. Madame Leroy, ces documents montrent que votre fille a soutenu ce foyer presque entièrement seule. La bouche de maman s'ouvre, puis se ferme. Elle se retire dans le couloir sans un mot de plus. Je travaille méthodiquement, emballant des livres, des vêtements et les articles restants qui sont incontestablement les miens. À travers la fenêtre de ma chambre, je peux voir les voisins regarder depuis leur porche,
faisant semblant d'arroser les plantes ou de vérifier le courrier. Laissez-les voir. Laissez-les connaître la vérité. Quand le dernier carton est chargé dans ma voiture, je me tourne pour verrouiller la porte d'entrée une dernière fois. Le bruit d'un moteur attire mon attention sur la rue. Mon autre voiture que j'avais laissée garée à l'appartement d'Alex entre dans l'allée, mon père au volant. Mon estomac se noue. La clé de rechange. J'avais oublié la clé de rechange que je leur avais donnée pour les urgences. Papa sort, faisant teinter mes clés dans sa main. Son expression est triomphante alors qu'il marche vers moi. Nous devons discuter de ce que tu nous dois avant que tu prennes ça aussi, dit-il en désignant le véhicule dans lequel je suis sur le point de partir. Je pose le carton que je tiens et fouille dans mon sac à main, sortant un dossier de documents que je transporte précisément pour ce moment. Ceci est le titre de propriété de cette voiture, dis-je en brandissant le papier, et ceci est l'immatriculation tous les deux à mon nom. L'agent Martin s'avance. Monsieur, ce véhicule est immatriculé au nom de Chloé. Vous devez rendre les clés immédiatement. La couleur quitte le visage de papa alors qu'il regarde les documents puis l'agent. Sa main se resserre sur les clés. J'ai payé ses études. Son appareil dentaire. 18 ans de. Les clés, monsieur le roi. L'agent Martin tend la main. Lentement, les doigts de papa se décrispent. Les clés tombent dans la paume de l'agent avec un léger tintement. Alors qu'elle me les passe, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, la déflation complète de mon père. L'homme qui a dominé notre famille pendant des décennies semble soudainement petit, diminué. Approche-toi de moi ou de ma propriété à nouveau, dis-je, ma voix claire et calme, et je demanderai une ordonnance de protection. Je me glisse dans ma voiture, j'ajuste le rétroviseur et je tourne la clé. En m'éloignant du trottoir, je vois les voisins qui regardent toujours. Témoins du dernier acte de notre drame familial. Madame Chevalier d'à accent grave côté ne fait même plus semblant de vérifier sa boîte aux lettres. Elle se tient sur sa pelouse, téléphone à la main, sans doute déjà en train de répandre la nouvelle. Dans mon rétroviseur, Léa apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle est prise entre deux mondes, un pied dans la maison où nos parents restent, une main levée dans un geste d'adieu timide vers moi. Son visage reflète à la fois la tristesse et autre chose de l'admiration, peut-être. La force qu'elle n'a pas encore trouvée pour elle-même. Je suis à 3 pâtés de maison quand mon téléphone vibre avec un texto. Léa. Il me rejette la faute maintenant. Qu'est-ce que je fais? Le feu devant passe au rouge. J'appuie sur le frein et je fixe l'écran, regardant ces 3 points apparaître alors qu'elle tape autre chose, puis disparaître. Ma sœur, la seule partie innocente dans tout cela, se trouve maintenant là où j'étais autrefois, portant le poids de la manipulation de nos parents. Le feu passe au vert, mais je reste immobile, les voitures klaxonnant derrière moi alors que je réfléchis à la suite. La lumière du soleil traverse des rideaux vaporeux que j'ai choisis moi-même, peignant des motifs chaleureux sur les planchers de bois franc de mon appartement. 3 mois se sont écoulés depuis que je suis parti de la maison de mes parents avec la carte de visite de l'agent Martin dans mon portefeuille. La différence entre avant et maintenant me surprend encore parfois. Je passe mes doigts sur le bord de mon bureau, où des factures soigneusement organisées s'étalent comme un jeu de cartes, électricité, eau, Internet, assurance locataire tout à mon nom, toutes confortablement dans mon budget. L'urgence financière de personne d'autre ne se cache entre les enveloppes. Mon relevé bancaire est ouvert à côté, les chiffres augmentant modestement mais régulièrement chaque mois. Le fonds d'urgence que j'avais épuisé en soutenant ma famille se reconstitue lentement. 6 mois de sécurité, c'est mon objectif. J'en ai déjà atteint 2. Le contentement tranquille de prendre des décisions sans avoir à les défendre ressemble à un luxe auquel je m'habitue encore. Le week-end dernier, j'ai peint un mur d'accent en bleu canard profond sans demander la permission de personne ni entendre que je regretterais le choix de la couleur. La liberté de faire même de petits choix semble énorme. 1 an plus tard, mon appartement bourdonne du doux murmure de la conversation et des rires. Je fais glisser une dinde dorée sur ma table à manger plus petite que celle de l'année dernière mais cuite à la perfection. L'ironie d'organiser Noël ne m'échappe pas, puis-je aider pour quelque chose, demande Léa, hésitant incertainement près du comptoir de la cuisine. Ma sœur a l'air différente maintenant, plus grande en quelque sorte, bien qu'elle n'ait pas grandi d'1 pouce. C'est peut-être la confiance qu'elle développe loin de l'ombre de nos parents. Ta compagnie est une contribution suffisante, je lui dis, les mots coulant naturellement. Quelle différence avec le décompte des dépenses que je gardais autrefois dans ma tête, mesurant ma valeur par ce que je fournissais.
Je me déplace dans mon espace avec une aisance qui aurait semblé impossible en novembre dernier. La vaisselle n'est pas parfaitement assortie, la table est de seconde main, mais tout ici est véritablement à moi, choisi avec soin plutôt qu'acquis par obligation. Alex lève son verre alors que nous nous installons autour de la table. À la famille de cœur et aux limites qui valent la peine d'être gardées. Léo et Léa lèvent leur verre en réponse. Ma sœur s'est épanouie depuis son emménagement dans sa résidence universitaire il y a 3 mois. Je l'ai aidé à naviguer dans les dossiers de bourse et d'aide au logement, les connaissances de mon propre parcours devenant des tremplins pour le sien. Plus tard, alors que Léa et moi trions des demandes de bourse d'études sur le comptoir de ma cuisine, elle mentionne les dernières nouvelles de la famille. Ils ont perdu la maison le mois dernier, dit-elle doucement. Papa blâme toujours la banque, l'économie, tout le monde sauf lui-même. Il reste chez l'oncle Richard, mais il laisse déjà entendre qu'ils devraient trouver leur propre logement. Je hoche la tête, jetant un coup d'œil à la pile de lettres non ouvertes sur mon étagère. 5 enveloppes, toutes de mes parents, toutes non lues. Établir des limites ne signifie pas que je ne me demande pas parfois ce qu'elles disent. Ils te blâment toujours pour tout, continue Léa, son stylo tapotant contre le formulaire de bourse. Mais honnêtement, ils font juste face à ce qui serait arrivé de toute façon. Ton argent ne faisait que retarder l'inévitable. Je l'aide à surligner une section clé de la demande d'aide au logement, pensant aux choix et aux conséquences. En aidant Léa à construire sa vie indépendante, je me demandais parfois si je devais répondre aux tentatives de mes parents de renouer le contact. Maintenir une séparation complète est-il le choix le plus sain quand la famille vous a si profondément trahi, ou y a-t-il un intérêt à autoriser un contact limité selon vos propres termes? Que feriez-vous quand ceux qui auraient dû vous protéger veulent revenir dans votre vie après que vous ayez enfin trouvé la paix sans eux?